Il est membre du collectif Terre de Bure, qui est né en août 2015 à l'issue d'une réunion publique à Bonney, c'est dans la Meuse. Il sera évidemment question du projet d'enfouissement des déchets nucléaires de Bure, on est toujours en Meuse, contre lequel ce collectif organise les 16 et 17 avril 2016 le printemps des luttes paysannes. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Michel, bonjour. Bonjour. Alors pas de nom de famille aujourd'hui, pas de patronyme, on comprendra aisément au cours de l'émission pourquoi, et je pense que ce n'est pas une précaution de coquetterie. Voilà, c'est pas pour rire. Michel, le 17 avril, ce n'est pas une date anodine. Non, le 17 avril, c'est la journée internationale des luttes paysannes partout dans le monde. Mmh. Alors, les luttes paysannes, c'est quoi ? Et alors, j'ai découvert avec vous, en préparation de cette émission, Michel, que la Via Campesina, qui est un mouvement international précisément de lutte paysanne, regroupe plus de 200 millions de membres. Oui, alors le 17 avril, c'est une journée qui est proposée par ce mouvement paysan international qui a été créé en 1994, donc il y a 20 ans, ce qui est assez récent dans le mouvement paysan. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'agriculture et des mouvements sociaux que... Voire de l'humanité. Ou de l'humanité. que des petits paysans, des pêcheurs, des femmes rurales s'organisent à l'échelon international pour revendiquer en fait d'être ce qu'ils sont et de pouvoir... Ils disent on est paysan, on veut rester paysan, on est des communautés rurales, on veut rester des communautés rurales et on veut pouvoir vivre dignement de notre métier. C'est un discours qui s'oppose bien sûr au discours corporatiste de l'agriculture productiviste et qui demanderait d'avoir toujours accès à plus de marchés et plus de moyens de production. En fait, on oppose souvent les paysans, on le retrouve par exemple dans l'acronyme AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. On oppose aujourd'hui les paysans avec quoi ? Les agriculteurs, les agrochimistes, les agrimanagers. On pourrait dans paysan, il y a le terme pays. Donc le paysan, c'est celui qui est attaché au pays, qui vit au pays, qui cultive le pays, qui nourrit le pays. Avec le terme agriculteur, on retrouve un petit peu cette dimension-là qui disparaît et qui disparaît totalement avec l'exploitation agricole, l'agro-manager, qui, à travers même les mots choisis, en fait, s'intègre beaucoup plus dans une industrie en fait productiviste. Oui, on parle d'ailleurs d'agroalimentaire, d'industrie agroalimentaire, par exemple, c'est pas un hasard. Voilà, c'est pas un hasard. Et le 17 avril, donc c'est bien la journée internationale des luttes paysannes. C'est une journée qui est assez récente et qui est née aussi d'une occupation de terre en fait du mouvement du MST, c'est le mouvement des paysans sans terre au Brésil, qui ont une pratique en fait d'occupation de terre en famille. Il reste plusieurs années pour demander l'accès à la terre et pouvoir vivre dignement. C'est un squat, quoi. Un squat, si on veut. Et ils ont fait en 96, voilà, il y a eu une forte répression en fait du gouvernement brésilien. Il y a une vingtaine de morts, et c'est pour commémorer, en souvenir de cette date et commémorer toutes les luttes paysannes dans le monde que cette journée a été proposée. Et donc on s'inscrit complètement dans ce calendrier. Et donc vous en profitez d'une certaine façon pour, on le verra, proposer des actions, et notamment un semi-radieux et non pas des champs irradiés à Bure. Bure, Michel, c'est évidemment le laboratoire aujourd'hui, ce qu'on appelle, en tout cas officiellement, ou qu'on essaie de nous faire passer pour un laboratoire d'expérimentation, qui est en fait un projet tout simplement de poubelle nucléaire à l'échelle internationale. Oui, alors pour l'instant, à Bure, pour l'instant, Bure, il y a un laboratoire. Il y a seulement un laboratoire qui est implanté depuis une quinzaine d'années. Alors, quand on dit un laboratoire à Bure, Michel, c'est pas 2-3 bureaux. Alors voilà, un laboratoire à Bure, c'est pas 2-3 bureaux. La zone du laboratoire, c'est 7 hectares. Il y a une écothèque, il y a un centre technique, il y a un hôtel-restaurant et il y a des puits. Donc c'est un laboratoire qui est à 500 mètres sous terre, qui a été présenté d'abord uniquement pour des études de faisabilité d'enfouissement des déchets nucléaires. Il devait y en avoir plusieurs en France. Finalement, il n'y en a eu qu'un seul à Bure, dans un coin où ils sont venus parce qu'il y avait on est sur des territoires avec 5 habitants au kilomètre carré, une population... En fait, il n'y a pas que la configuration géologique, il y a aussi la configuration, on pourrait dire, sociologique. Quoi. Alors, dans les 3 laboratoires qui étaient prévus à l'origine, il y avait effectivement, c'était présenté comme un test dans le granit, un test dans des argiles, enfin voilà, des tests géologiques profonds. En fait, dans le Gard,
il y a eu une grosse révolte des viticulteurs gardois qui avaient peur pour leur vin, et les viticulteurs gardois, ils sont denses et organisés, et donc l'État a vite fait demi-tour, et c'est très juste ce que vous dites, c'est d'abord un laboratoire d'acceptabilité sociale en fait. Alors aujourd'hui, où en est-on? Parce que j'imagine que ça fait partie là aussi de la stratégie de l'ANDRA, l'Agence nationale pour les déchets radioactifs, qui a en fait sur les bras tout l'uranium dont on ne sait pas quoi faire, hein, parce que le nucléaire c'est quand même d'abord ça. C'est pas tout de produire de l'électricité, encore faut-il savoir ce qu'on fait des déchets, et là pour l'instant on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, Michel, rien n'est autorisé pour l'instant, à part ce laboratoire, mais on en est toujours à des expérimentations et à des tentatives d'imposer aujourd'hui le démarrage de cet espace de stockage d'un point de vue légal. Alors on est sur une phase importante parce qu'il n'y a qu'un laboratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déchets. Les bruits courent dans les campagnes. Il faut dire que voilà, ça fait plus de 20 ans que l'ANDRA se présente sur le territoire, et donc les gens s'habituent à cette présence-là, à entendre parler des déchets nucléaires. Donc certains pensent qu'il y a déjà des déchets nucléaires. Parce que c'est ça la notion d'acceptabilité sociale aussi. C'est aussi ça. C'est plein de choses, c'est aussi ça. Donc actuellement, il n'y a pas du tout de déchets nucléaires, et il n'y a même pas le projet qui s'appelle CIGEO pour le Centre industriel de stockage géologique profond, n'a même pas d'existence légale, n'a pas de budget, il n'y a rien qui est défini. Là aussi, la marque préfigure un peu déjà la structure, histoire, j'imagine, de préparer les esprits. C'est un peu ça l'idée. Voilà, donc on en parle. Les esprits sont préparés de manière très concrète, et puis ça va nous mener à l'action et aux rencontres de samedi de ce week-end. C'est qu'il y a des travaux de surface préparatoires qui ont lieu sur 300 hectares, c'est-à-dire sur l'emprise minimale qu'aurait en fait ce centre de stockage. On parle bien de 300 hectares s'il y a lieu. Donc c'est-à-dire des travaux préparatoires, c'est-à-dire des terres où il y a eu des recherches archéologiques, donc des terres qui ont été rachetées préalable normal à tout équipement. Voilà. Donc il y a des tracés de route qui sont en train de se faire. Les terres ont été retirées à l'usage des agriculteurs avec des fouilles archéologiques. Il faut notifier aussi que les archéologues lorrains ont refusé de faire ces travaux. Les collègues champardonnais n'ont pas eu ce courage ou cette volonté-là. C'est des petites choses pour dire qu'en fait il y a une avancée qui se fait en sourdine, qui met les gens devant le fait accompli, qui est toujours qui est derrière toujours de la conflictualité. Mais on n'en parle pas beaucoup, on la sait pas beaucoup. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Alors vous, Michel, et votre collectif Terre de Bure, comme son nom l'indique, vous êtes un peu les spécialistes de l'aspect foncier. Vous le disiez à l'instant, quelques 300 hectares pour l'instant affectés, propriété de l'ANDRA, de l'Agence nationale pour les déchets radioactifs, mais en fait on s'aperçoit, et ça c'est votre travail à vous, qu'on est bien au-delà de ces 300 hectares. Oui, c'est un travail qui a été mené au sein du collectif, et depuis... et même avant, depuis qu'il y a le projet, il y a des gens qui sont en veille et qui rassemblent des informations. C'est pas toujours facile. On est bien au-delà de 300 hectares sur l'emprise de CIGEO. On est sur une estimation de 300 à 600 hectares en termes d'installation de surface. Il faut imaginer qu'il y aura une gare, il y aura un centre de stockage en surface. C'est d'abord un centre de stockage en surface parce qu'il faut reconditionner les déchets avant de les descendre. On est sur, il y a un transformateur électrique qui doit faire aussi 7 hectares. Enfin, on est sur des installations vraiment très 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 lourdes. On est sur peut-être sur un centre nucléaire le plus nucléarisé au monde, peut-être derrière la Hague et la vallée du Rhône. Et par contre, ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'emprise foncière de l'ANDRA dépasse même ses besoins, ses fourchettes hautes de besoins, c'est-à-dire qu'on est sur 1000 hectares de terres agricoles en propriété ou en réserve foncière et 2000 hectares de forêt. Donc pour donner un ordre d'idée, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui est déjà surdimensionné et qui est une lutte, enfin c'est un territoire de 10 km sur 2, c'est 1600 hectares. Donc en termes d'emprise foncière déjà mis de côté, on est déjà sur 2 Notre-Dame-des-Landes. Donc Michel, si je vous comprends bien, vous l'avez très bien expliqué, c'est donc l'ANDRA aujourd'hui, et potentiellement, soit directement, soit par l'intermédiaire de la SAFER, qui acquiert des réserves foncières, étend aujourd'hui son territoire sur quelques 3000 hectares. Voilà. C'est quoi le but ? Alors,
On a des éléments de réponse, mais on se pose aussi beaucoup de questions. Alors, il y a plusieurs pistes. Pourquoi tant de surface ? Alors, la première, c'est que voilà, ça fait 15 ans que l'Andra échange des terres avec les agriculteurs, souvent à leur avantage comptable, puis en négociant bien avec l'un et les autres de manière séparée pour éviter qu'il puisse y avoir une négociation collective. Et pour que ça se passe bien, c'est-à-dire c'est chaque fois annoncé comme étant à l'amiable, en fait, l'Andra c'est constitué un portefeuille foncier pour pouvoir avoir un peu de souplesse dans les échanges. Ces échanges à l'amiable, les gens sur le terrain nous parlent beaucoup plus de harcèlement que d'échanges à l'amiable, de pression, parce que c'est très facile de dire si vous ne vendez pas, de toute façon vous irez à l'expropriation, parce que nous on a les moyens, on se donnera les moyens d'eux. Alors vous citez sur votre site vmc.camp, CAMP, vous citez, Michel, allez, on va le dire, un certain Emmanuel Hans. J'aimerais que vous nous disiez 2 mots sur cet Emmanuel Hans qui... Alors j'ai trouvé dans votre dossier de presse la fonction tout à fait originale de ce monsieur qui je trouve très bien présenté. Il est responsable des activités humaines et de la biodiversité. C'est fabuleux ça, non ? C'est quand même un très beau métier ça, non ? Je ne sais pas si c'est un très beau métier, mais il fait plutôt du bon boulot. C'est-à-dire que... C'est une ironie, bien sûr. C'est une ironie. Voilà, c'est quelqu'un qui est le négociateur foncier du territoire, donc il sillonne le territoire en 4x4, va voir les uns et les autres pour avoir les terres. Et donc, c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Ça fait 15 ans que ça dure. Et évidemment, c'est pas toujours dans la dentelle. Hein. C'est pas toujours dans la dentelle, c'est-à-dire qu'il est à la fois... on a cité quelques... On s'est permis de citer quelques dires, en fait, des gens quand on va discuter un petit peu, quand on mène l'enquête pour savoir ce qui se passe. Emmanuel Hans, c'est le bon Dieu sur terre. C'est un art subtil. Je pense que c'est un métier très difficile. C'est un art subtil de manier la carotte et le bâton, en fait, à chaque fois. Alors, ça a des conséquences assez néfastes. C'est-à-dire que ce qui se passe quand on va voir les gens, c'est qu'il y a des colères qui sont pas bien exprimées, qui sont diffuses. Et donc, les gens, ils sont en colère contre leurs voisins qui auraient mieux vendu qu'eux, et en colère contre eux-mêmes parce qu'au final, tout le monde a vendu. Mmh. Et ça, c'est vraiment triste à voir et c'est très dommageable. C'est-à-dire que on est sur des processus très longs en fait, d'appropriation, de dépossession du territoire où les gens en fait, ne savent plus d'où ça vient et qu'est-ce qui les dépossède en fait. Alors, l'Andra a évidemment des moyens colossaux que les collectifs de bénévoles n'ont pas, et néanmoins, Michel, vous arrivez à récolter des données de façon extrêmement précise. Tout ça est un travail de fourmi, de récolte, excessivement bien documenté. Comment vous faites ? Comment vous travaillez ? Comment est-ce que vous obtenez ces données ? Parce que j'imagine qu'à la fois, l'Andra tente de montrer qu'elle est transparente, et puis en même temps, elle doit bien retenir certaines informations cruciales. Comment ça se passe ? C'est exactement ça. Donc, vu qu'il y a eu... il faut rappeler que l'Andra a été créé en 78 ou 79 justement pour la gestion des déchets radioactifs et que déjà dans les plans c'était d'enfuir les déchets. Donc ils ont été un peu partout en France en disant on va enfuir les déchets chez vous, on va faire des études, et ils se sont fait littéralement mettre dehors. Les locaux ont été goudronnés, les gens n'arrivaient pas à mettre le pied sur les terrains, les gens venaient avec les tracteurs et ça a été parfois assez violent. Ça c'est dans l'histoire. Donc quand ils viennent l'Andra et l'État apprennent de ces contestations, et donc quand ils viennent en Meuse et quand ils lancent les projets de laboratoire, ils mettent en place ce qui est maintenant dans tout, ce qu'on appelle nous les grands projets inutiles imposés, des CLIS, des comités de locaux d'information et de suivi, qui rassemblent des maires, des gens de l'Andra, des représentants de l'État, des habitants, des associations, pour distiller de l'information. Donc à travers ce CLIS, on arrive à avoir de l'information, mais comme vous le dites, c'est très difficile d'avoir accès, c'est-à-dire qu'on a demandé en fait l'état des lieux fonciers. On a à un moment demandé clairement vous en êtes où au niveau foncier. Voilà, c'est 1 an de demande insistante pour avoir un moment un papier. Oui, après tout, c'est une institution publique d'État. On est en droit en tant que citoyen d'avoir accès à ce genre d'informations. Voilà, c'est pas donc le droit on l'a, la réalité c'est toujours un peu dur. Et puis il y a des informations contradictoires. Et puis entre les informations et les intentions, c'est aussi très 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 difficile de faire la part des choses. On se retrouve avec vous après Zoufris Maracas. Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à 4 pattes, prêts à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas BZF, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une
terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants ça peut aller, vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour 100 millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité, pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire. Des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère. Des politiques ramollis, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Zoufris Maracas, la fée électricité. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Nous sommes toujours avec Michel, membre du collectif Terre de Bure, qui vous invite au printemps des luttes paysannes. C'est à Bure, en Meuse, évidemment sur le site du laboratoire d'enfouissement des déchets nucléaires. Ça aura lieu le 16 et 17 avril 2016. Michel, appel donc lancé pour ce printemps des luttes paysannes. Vous le disiez en début d'émission, c'est pas un hasard puisque le 17 avril, c'est la journée mondiale des luttes paysannes, donc y compris à Bure. Que va-t-il se passer les 16 et 17 avril à Bure ? Le 16 avril, on a invité des gens à venir nous retrouver pour discuter autour de la problématique des luttes foncières. Donc, quand vous dites des gens, c'est les gens en général ou ce sont des gens particulières ? Alors on a invité des gens d'une manière assez particulière. Après, tout le monde, tous ceux qui sont intéressés par le sujet sont les bienvenus. On a invité des gens qui sont sur des occupations de terre. On peut penser à Notre-Dame-des-Landes ou à Rabon, donc des gens qui occupent physiquement le terrain pour préserver de la forêt, des terres agricoles, des activités agricoles. On a invité aussi des gens qui sont dans des processus en fait où il y a des projets qui s'installent, ils sont dans des processus. On parlait d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire des enquêtes publiques pour les déclarations d'utilité publique, on en parle beaucoup en ce moment. J'imagine, Michel, que l'objectif, c'est aussi de confronter ou peut-être d'échanger sur des pratiques ne serait-ce que juridiques, parce que c'est quand même assez compliqué tout ça. J'imagine qu'il faut avoir aujourd'hui de vraies compétences dans le domaine, par exemple, juridique. Oui, il y a un travail juridique qui est fait par les associations de la coordination Bure-Strop aussi qui est très important. On a besoin de retour d'expérience. Ce qu'on voit en petit à Bure, et c'est ce qui se passe à l'échelle nationale, c'est qu'en fait les processus sont les mêmes et quand on peut tomber dans les mêmes pièges à différents endroits, si on n'apprend pas collectivement en fait à quoi on fait face, quels sont les dispositifs d'acceptabilité sociale et de dépossession. Et donc on a besoin de se réunir, mais on a aussi invité les gens qui sont dans les associations, les syndicats de promotion de l'agriculture paysanne, de l'installation agricole, qui ont une vision, qui défendent un avenir avec des campagnes vivantes, avec une paysannerie nombreuse à venir. Puisque vous parlez des instances agricoles, on peut imaginer, par exemple, je ne sais pas, au hasard, la FNSEA, parce que ils sont quand même les premiers à dénoncer l'urbanisation. On sait qu'aujourd'hui, près de 88 000 hectares disparaissent tous les ans sous le béton. Ça fait l'équivalent d'un département français tous les 6 ou 7 ans. On comprend qu'ils soient inquiets. Est-ce que la FNSEA, qui lutte pour le maintien des terres agricoles, est partie prenante de vos actions, Michel ? Hélas, non. je sens le doute et la déception. Mais c'est pas vraiment une surprise, non ? C'est pas vraiment une surprise. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, pourquoi je dis non ? Et peut-être l'avenir me donnera tort. Mais aujourd'hui, en fait, avec le collectif Terre de Bure, on a interpellé les différentes organisations agricoles et paysannes de Lorraine qui peuvent,
qui pourraient être concernés par ce sujet-là, pour leur demander de venir discuter. On ne demande pas déjà Bien sûr, le 16, débat. et même en amont, au-delà de débat, sur une réunion privée, on discute qu'est-ce qui se passe là, et on voit c'est des coins où déjà les syndicats ne sont pas très présents, mais ils ne sont pas du tout offensifs, et on sait qu'il y a eu des accords entre les instances agricoles et puis l'ANDRA dès le début, en fait, pour permettre cette concentration foncière. On a parlé de 1000 hectares de terres agricoles, donc on n'est pas étonné aujourd'hui que les gens ne bougent pas, parce qu'ils sont aussi pris dans des politiques d'acceptabilité sociale, où il y a des réunions de la Chambre d'agriculture qui ont été invitées par l'ANDRA. Enfin voilà, ils sont aussi aux petits oignons avec le monde agricole pour éviter de C'est faire un peu blanc bonnet, bonnet blanc. C'est pas le même monde, il faut pas se tromper, c'est pas les mêmes gens qu'on a en face, mais on va dire qu'à un moment, ils ont décidé de marcher ensemble, ou du moins de ne pas rentrer dans l'affrontement. On va évidemment pas dire qu'ils ont des comptes communs au Panama, mais bon, voilà. C'est une idée en passant. Alors, le 16 avril, Michel, c'est une journée de rencontre des luttes paysannes, des luttes foncières, vous venez d'évoquer. C'est à partir de 10h. Et puis alors le 17, qui est plus précisément dédié à cette journée mondiale des luttes paysannes, une action, ma foi, assez originale, puisque vous envisagez de planter des pommes de terre, on dirait des patates. Voilà, on va planter des patates. Voilà, c'est une action, c'est-à-dire que c'est un week-end, on se retrouve, on discute, il peut y avoir des discussions très techniques, comme vous l'avez dit, sur la réglementation, et on est aussi dans l'action très concrète. Planter des patates, c'est un geste concret, c'est la saison, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est quelque chose qu'on fait au printemps. Un geste paysan. C'est un geste paysan, c'est-à-dire que la plantation, l'occupation de terre par les cultures, c'est aussi vieux que les luttes paysannes, c'est-à-dire que c'est le premier geste, c'est un geste de vie, c'est un geste, les pommes de terre, c'est un élément nourricier important aussi dans notre culture lorraine. Enfin, voilà, il y a plein de symboles derrière. C'est aussi un geste qui est facilement appropriable par du grand public. Voilà, donc on invite à venir en famille. Ça va être joyeux. Il va y avoir des cantines. On va faire un banquet. On espère que la météo sera avec nous. Et elle le sera. Et alors, il faut quand même préciser, Michel, que cette plantation aura lieu sur les terres de l'Andra. Alors, vous n'avez pas planté 2000 hectares de patates, j'imagine. Non, on ne peut pas planter 2000 hectares de patates, on n'en a pas les moyens. Mais voilà, on a parlé de 1000 hectares de foncier en propriété ou en réserve foncière pour l'Andra. Il y a 300 hectares, c'est important, qui ont été soustraits à l'usage agricole en fait, à la suite de la récolte de l'été dernier. Donc c'est 300 hectares qui, dans la campagne, aujourd'hui, ont été travaillés pour des travaux préalables d'un projet... les travaux préalables du centre d'enfouissement, qui n'existe pas légalement, mais il y a une politique du fait accompli. Et donc voilà, ce geste, c'est reprendre un petit bout de ces terres, les cultiver. On est sur 1 et 2 hectares, on va pas être... Comment est-ce que l'Andra, aujourd'hui, Michel, réagit face à ce genre d'action parce que là, c'est quand même s'inscrire dans une stratégie mondiale des luttes paysannes. Comment est-ce que l'Andra réagit face à ce type de démarche ? Alors, on a fait un premier semis au mois le 15 novembre. C'était les semis radieux où on a semé à peu près 2 hectares de céréales. On a planté des massifs de forêt. On a planté beaucoup d'arbres devant les grilles de l'espace du centre technologique. Voilà, on a été observés, filmés par la police qui fait son travail. Ils sont venus nous voir aussi un petit peu en amont. On s'est expliqué sur ce qu'on allait faire. Et voilà, ils nous observent, ils ont laissé ça quelques temps, puis après ils ont passé la pelleteuse dessus. Il faut dire que l'Andra pour l'instant nous observe et nous digère un petit peu dans son histoire. On est un peu la caution démocratique. Voilà, il y a des gens qui râlent, ils font quelques actions. Si on assiste aux portes ouvertes de l'Andra, dans les dernières salles, l'insertion territoriale, voilà, vous pouvez voir des images des gens avec des drapeaux Burstop qui sont là pour aller. Donc ils sont une phase où ils sont... D'une certaine façon, c'est une manière pour eux de montrer qu'ils respectent le jeu démocratique. C'est un peu ça l'idée, c'est quelque part de... Alors, c'est peut-être pas très sympa ce que je vais dire là, mais c'est un peu une façon de vous instrumentaliser, de servir un peu d'alibi démocratique. Ils manipulent les images, ils ne nous instrumentalisent pas nous en tant que corps collectif, vivant et politique, parce qu'on est totalement libre de ce qu'on fait. Et par contre, voilà, c'est-à-dire que c'est une façon de montrer que... Alors qu'on essaie d'implanter un rapport de force, montrer qu'il y a des conflictualités, des gens qui se font écraser, qu'il y a des dépossessions, il y a des choses très graves en fait qui se passent quand on parle avec les gens. Eux, voilà, réduire ça en fait à quelques manifestations parce que le problème fait des débats de société, et de se redonner une posture d'expert en disant nous sommes à l'écoute, nous sommes experts, nous allons trouver les situations. Voilà. Michel, comment se fait-il, on a cité plusieurs fois Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est évidemment le chantier qui rappelle de façon le plus immédiate. En même temps, comment se fait-il que, finalement, Bure,
on n'en entend pas vraiment parler, y compris sur le plan national. Ce qu'on vient de discuter, c'est un élément qui explique pourquoi on n'entend pas parler. Il y a des petites choses qu'on fait, que les médias font monter en menace très vite, des petites actions de sabotage. Alors, il peut y avoir un petit peu des choses conflictuelles où tout de suite on va faire les premiers titres des journaux. À Bure, ça fait des années qu'il y a des petites actions de sabotage un peu partout qui sont tues. Voilà, il y a une politique. Il n'y a que l'Andra qui a la parole sur ce projet-là. Et donc ça fait 20 ans que... Et vous, aujourd'hui, à ce micro. Michel, Café Débat également, dans la semaine, je crois. Café débat paysan organisé par des paysans de Meuse, de la Confédération paysanne, qui s'est positionnée ouvertement contre le projet et du côté des luttes paysannes, il les porte un petit peu partout aussi, sur l'avenir des territoires, la crise agricole qui se passe de manière globale, donc qui touche les paysans de Bure et des alentours. Quand et à quel endroit ? C'est le jeudi 14 avril à 20h à Montier-sur-Saulx, donc c'est à 10 km de Bure, au café-restaurant Le Lion d'Or, pour débattre de territoires ruraux. Je vous invite toutes et tous à vous rejoindre pour ce printemps des luttes paysannes à Bure les 16 et 17 avril, avec journée de rencontre le 16 et puis plantation de pommes de terre et de patates sur les terrains de Landra le 17. Tout ça, c'est un peu la bonne franquette, auberge espagnole, etc., etc. Pour en savoir plus, on a trouvé toutes les informations sur votre site, Michel, celui du collectif Terre de Bure, c'est www.vmc.camp, comme un camp. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Michel, pour nous parler de cette opération. Merci à vous. Merci Antoine Honorat à la technique. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable nous concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.